moi, je suis Elia Foucard. Je travaille à l'AFM Téléthon. Je travaille au service de presse de l'AFM Téléthon depuis 10 ans. Donc, je suis là pour présenter Alexandre et Xavier Nissan qui vont, eux, vous présenter ce qu'est l'intelligence artificielle et comment, en fait, on va pouvoir l'utiliser au sein de l'AFM Téléthon et de ses laboratoires pour faire avancer les recherches. Donc, je fais rentrer quelqu'un. Voilà. Donc, vous avez Alexandre Meja, qui est là, qui est responsable du pôle réseau scientifique de l'AFM Téléthon et du réseau scientifique international de l'AFM Téléthon, pardon, et Xavier Nissan, qui est directeur de recherche à ISTEM, qui est un des laboratoires de l'AFM Téléthon, voilà, et qui est spécialisé dans les thérapies cellulaires et les cellules souches. Donc, on va d'abord faire ces chercheurs vont d'abord vous faire une présentation qui va durer en gros, on va dire une grosse trentaine, voire une quarantaine de minutes, et voire 45, et on se laissera un temps de questions-réponses à la fin pour que vous puissiez y répondre. Donc, comme l'a dit Laurence Lespinard, qui est une de mes collègues et qui est à l'origine de l'organisation de ces apéros labo, au moment, ce qu'on fera, comme on n'est pas très nombreux, vous pouvez me poser des questions dans le chat. Je vais me les noter et je les poserai à la fin. Je les redirai à la fin, donc en me donnant vos prénoms, évidemment. Et si vous voulez, à ce moment-là, on pourra allumer les caméras, ce qui sera quand même plus sympa. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Xavier. Alors, techniquement, tu vas même laisser la parole à Alexandre, puisque c'est lui qui va commencer. Qui va commencer, pardon. Et je vais ouvrir la présentation. Voilà. C'est toi qui l'ouvre la présentation? Ouais. Ok, d'accord. Bon, et ben moi, j'enlève mon micro et ma caméra, et à vous les labos. Non, ça partage plus là. Si ça partage, c'est bon. Si. Eh bien, Alexandre, je t'en prie. Bien, eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Enchanté d'être à vos côtés pour cette fête de la science. Très honnêtement, je vais faire surtout une introduction pour ce que va vous présenter Xavier, puisqu'effectivement, notre discours va tourner autour de l'accélération de la découverte de médicaments et que ma partie va principalement consister à vous montrer déjà quel est le processus habituel pour identifier de nouveaux médicaments et voir quelles sont déjà les manières dont le soutien de la FM Téléthon tente d'accélérer cette découverte. Et nous verrons que, au-delà des outils qu'on a déjà pu mettre en place au cours des années passées, l'intelligence artificielle vient vraiment en soutien de toute cette démarche. Et sur toute la partie intelligence artificielle, c'est Xavier, qui est bien plus expert que moi, qui pourra vous présenter cette partie. Et donc, effectivement, ce soir, on va s'intéresser au développement du médicament. On considère dans notre définition de ce soir le médicament plus comme le médicament classique, c'est-à-dire une molécule chimique qui va être testée pour avoir un effet bénéfique sur l'organe malade ou sur l'organisme malade. Le développement d'un tel médicament, l'identification d'un tel médicament, c'est comme le nom l'indique, un processus qui est habituellement extrêmement long et extrêmement coûteux, puisqu'il commence habituellement par des tests de millions ou de centaines de milliers de molécules. Là, il est marqué sur la diapositive 10 000 composés testés, mais aujourd'hui, les industries pharmaceutiques ont des librairies de plusieurs centaines de milliers, voire de millions de composés à tester. Et lorsque certains composés vont présenter une efficacité même partielle, il va y avoir ensuite des années d'optimisation, de recherche du mécanisme, d'amélioration de la molécule pour arriver finalement à un nombre de l'ordre de quelques centaines de molécules seulement, dont on pense qu'elles pourraient avoir un effet, cette fois-ci plus en laboratoire, mais in vivo, sur des modèles de laboratoire. Et malheureusement, même quand on passe à ces tests sur des modèles de laboratoire, eh bien, le nombre de composés qui effectivement montrent une efficacité suffisante
pour être envisagé chez l'homme se réduit encore plus drastiquement, puisque vous voyez qu'on tombe de 250 à moins de 5 composés habituellement sur les 10 000 desquels on était parti. Et lorsqu'on a enfin identifié quelques molécules qui, dans les laboratoires, pourraient avoir une efficacité potentielle, eh bien, il est nécessaire de passer à des étapes de test chez des patients humains. Et ces étapes, qu'on appelle des essais cliniques, se passent habituellement pour des molécules pharmacologiques en 3 phases. Une première phase qu'on appelle phase 1 sur quelques dizaines de personnes volontaires. Et vous voyez qu'il est indiqué que ce sont des personnes saines, puisqu'on teste dans ce cas-là la molécule non pas sur des personnes malades, mais sur des personnes non malades, pour juste s'assurer que la molécule ne produit pas d'effets secondaires indésirables. Et lorsque déjà cette phase 1 montre qu'il n'y a pas d'effet indésirable, on va envisager une phase 2, cette fois-ci sur quelques centaines de patients, donc personnes concernées par la maladie, et on va essayer dans cette phase 2 d'observer un effet bénéfique de la molécule. Donc une phase 1 pour éviter tous les effets néfastes, une phase 2 pour tester des effets bénéfiques. Et souvent dans cette phase 2, on va avoir sélectionné des groupes de patients avec des critères très restrictifs, et puis on va avoir testé la molécule avec une dose qu'on a jugée potentiellement optimale dans les étapes préliminaires. Pour autant, lorsqu'on arrive à montrer en phase 2 que la molécule est efficace, on va passer dans une phase 3 où on va ouvrir les critères de test et donc avoir des patients qui vont avoir des caractéristiques beaucoup plus larges, de manière à représenter la diversité de la population. Et puis, on va aussi potentiellement, dans cette phase 3, tester différentes doses de molécules, des doses plus faibles pour voir si on obtient toujours la même efficacité avec des quantités de molécules inférieures, et des doses plus fortes pour voir si on obtient une efficacité accrue sans pour autant augmenter les effets néfastes. Et donc, l'enchaînement de ces phases 1, phase 2, phase 3 prennent de nombreuses années, puisqu'on ne peut jamais passer à la phase suivante sans avoir complètement validé la phase précédente. Et attends un tout petit peu quand vous avez. Monsieur Nissan, merci. Donc là, vous voyez qu'on a un processus qui s'étend sur de nombreuses années, qui a un taux d'échec extrêmement important, puisqu'on part de dizaines de milliers de molécules pour lesquelles on ne sait rien, pour n'identifier éventuellement qu'une molécule qui pourra avoir l'efficacité désirée. Et puis, le coût, évidemment, de toutes ces années de recherche, de ces millions de molécules testées, de ces phases d'essais cliniques, est extrêmement élevé, puisqu'on considère que le développement d'un seul médicament coûte environ 1 milliard d'euros. Diapositive suivante. Et donc, comment est-ce qu'on va essayer d'accélérer la recherche de médicaments pour les maladies rares et les maladies génétiques? Eh bien, la première idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le repositionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un grand nombre de pathologies, on dispose de librairies de molécules pour lesquelles toutes les phases que je vous ai décrites précédemment ont déjà été faites au moins une fois pour une pathologie. Et donc, on peut s'appuyer sur les connaissances et sur les résultats obtenus dans cette longue période de développement pour une première pathologie, pour tester si cette molécule, qui aujourd'hui est déjà autorisée pour une première pathologie, pourrait avoir un effet pour une nouvelle maladie, et en particulier dans le cas qui nous intéresse, pour les maladies génétiques et les maladies rares. Et donc, vous imaginez bien, attends encore un peu, vous imaginez bien que puisqu'on n'a pas à refaire toute une partie du crible de molécules au départ, puisqu'on n'a pas à refaire toute une partie des tests de toxicité et de distribution de la molécule, puisque finalement, on n'a plus qu'à revalider l'efficacité et surtout valider dans la maladie qui nous intéresse l'efficacité de la molécule, eh bien, on arrive à réduire la durée de test de telle molécule, non plus de quelques dizaines d'années, mais de quelques années seulement. Et puis, le coût, évidemment, de développement pour ces molécules est d'autant réduit, ce qui est très important quand on s'intéresse à des maladies pour lesquelles le nombre de patients est très faible. Et donc, réduire le coût de développement, c'est réduire le coût final potentiel du prix du médicament pour les patients. Merci Xavier. Diapositive. Alors maintenant, sur quoi est-ce que l'on teste ces molécules? Eh bien, l'idée, c'est d'être capable de le tester sur des cellules qui, dans la boîte, dans le laboratoire, vont être capables de reproduire la pathologie.
Et donc, pour pouvoir tester ces molécules sur des cellules, il va falloir trouver des cellules qui aient deux propriétés importantes. La première propriété, c'est qu'on va quand même tester des milliers de molécules et donc on a besoin de plusieurs millions ou voire milliards de cellules sur lesquelles tester. Et la deuxième chose, c'est qu'en fonction de la pathologie qui est concernée, eh bien, si c'est une maladie du cerveau, on va vouloir tester sur des neurones. Si c'est une maladie cardiaque, on va vouloir tester sur des cellules du cœur. Si c'est une maladie du muscle, on va vouloir tester sur les cellules musculaires. Il faut donc qu'on dispose de milliards de cellules d'un type bien particulier qui correspond à la maladie. Et quelles sont les cellules dont on peut disposer? Ce sont les cellules qui sont dites souches, parce que les cellules souches ont les deux propriétés que j'indiquais. La première, c'est qu'elles se multiplient quasiment à l'infini. Et la deuxième, c'est qu'une fois qu'on a ces milliards de cellules souches, on peut, en leur donnant les bons signaux, les amener à se transformer dans le type cellulaire qui nous intéresse. Alors, le type de cellules souches initialement utilisé, c'était les cellules qui sont extraites d'embryons, puisqu'au cours du développement embryonnaire, on observe ces deux propriétés qui sont une multiplication importante des cellules et leur différenciation, leur spécialisation progressive vers les différentes cellules qui constituent nos organes. Et puis, depuis les travaux du professeur Yamanaka, qui a obtenu le prix Nobel pour cela, eh bien, on dispose aujourd'hui d'un nouveau type de cellules souches qu'on appelle les cellules souches pluripotentes induites. Et en fait, l'idée est assez simple, c'est que le professeur Yamanaka a repris des cellules adultes déjà spécialisées. Dans l'exemple sur cette diapositive, ce sont les cellules de la peau. Et il a essayé d'apporter dans ces cellules une combinaison de signaux qui vont donner l'ordre à ces cellules de redevenir des cellules souches. Et effectivement, en utilisant la combinaison de facteurs découverte par le professeur Yamanaka, on est capable de retransformer n'importe quelle cellule spécialisée en une cellule non spécialisée qui retrouve les propriétés de cellules souches, c'est-à-dire qui se multiplient quasiment à l'infini, et qu'ensuite on va pouvoir retransformer en autre chose que la cellule dont elle est issue. Et donc aujourd'hui, ce sont ces deux types de cellules qui sont utilisées en laboratoire, et de plus en plus, du fait de la facilité d'utilisation, les cellules souches pluripotentes induites, qu'on appelle aussi IPS. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces cellules souches IPS? Sur ce schéma dont je m'excuse qu'il soit en anglais, vous voyez qu'on va pouvoir prélever chez un patient atteint d'une maladie génétique des cellules, par exemple des cellules de peau, transformer ces cellules en cellules souches porteuses de la même mutation génétique, et c'est ça qui est important, c'est qu'on se retrouve avec des cellules souches qui ont exactement la même mutation génétique que le patient dont elles sont issues. On va pouvoir retransformer ces cellules souches dans le tissu concerné par la maladie. Donc, si le patient était atteint d'une maladie neuronale, on va pouvoir obtenir des milliards de cellules neuronales porteuses de la même mutation que les cellules du cerveau du patient. Et on s'attend, c'est le petit logo, enfin le petit point A, à ce que ces cellules porteuses de la même mutation et reproduisant les cellules de l'organe malade présentent des symptômes similaires à ceux de la pathologie. C'est ce qu'on va appeler la modélisation pathologique, c'est qu'on s'attend dans des cellules dans une boîte à retrouver des caractéristiques similaires à la pathologie chez le patient. Donc là, vous voyez par exemple que l'exemple qui est donné, c'est une maladie cardiaque. On s'attend à ce que ces cellules dans la boîte se mettent à battre, et c'est le cas pour des cellules cardiaques dans une boîte de culture. Mais si le patient était atteint d'arythmie, de battements irréguliers, eh bien les cellules dans la boîte vont elles aussi battre de manière irrégulière. Et donc, on se retrouve avec des milliards de cellules qui reproduisent la pathologie et sur lesquelles on va pouvoir venir tester des banques de molécules pharmacologiques et en particulier, comme nous le disions tout à l'heure, ces molécules repositionnables dont on sait qu'elles ont déjà été développées pour une autre pathologie et dont on espère qu'elles vont pouvoir, dans le cas de cette maladie cardiaque, avoir aussi un effet bénéfique. Et donc, on va pouvoir comme ça tester sur ces cellules qui reproduisent la pathologie des milliers de molécules repositionnables. Diapositive suivante. Alors, comment est-ce qu'on peut ensuite accélérer tout ça? Eh bien, en essayant d'automatiser toutes les étapes. Et c'est ce que fait le laboratoire ISTEM. Donc, je ne sais pas s'il y a le son. Donc, sinon, je vais la commenter. Mais simplement, ce que montre cette diapositive, ce qu'expliquait cette vidéo, c'est qu'au laboratoire ISTEM, la stratégie de l'AFM a été de doter le laboratoire d'une plateforme composée en grande partie de robots qui vont être capables d'automatiser chacune des étapes de ce criblage. Donc, les étapes où il va falloir cultiver ces cellules, c'est-à-dire les nourrir pour qu'elles se multiplient. Puis les étapes de différenciation, c'est lorsqu'on va prendre ces cellules souches
et leur envoyer les bons signaux pour qu'elles deviennent soit du cœur, soit du muscle, soit du cerveau. Et puis ensuite répartir ces millions de cellules cardiaques ou musculaires dans ces boîtes qui sont, vous voyez, avec des puits. On va avoir des boîtes avec des puits plus ou moins nombreux, de 96 puits par boîte ou 384 puits par boîte. Et dans chacun de ces puits, on va venir déposer sur les cellules une molécule pharmacologique particulière qu'on veut tester. Et ensuite, on va encore avoir des robots qui vont être capables d'automatiser la mesure de l'efficacité de la molécule. Si on reprend l'exemple des cellules cardiaques, on peut imaginer une caméra qui va être capable de filmer chacun des puits et de regarder comment battent les cellules lorsqu'on leur fournit telle ou telle molécule pharmacologique. Donc là, vous voyez aussi que c'est des process qui, s'ils devaient être faits manuellement, puits par puits, acquisition par acquisition, prendraient des temps extrêmement longs, alors que la possibilité d'automatiser ces processus permet de le faire de manière complètement reproductible et puis surtout accélérée et de pouvoir tester des dizaines de milliers de molécules en quelques jours seulement. Et donc, le laboratoire ISTEM dispose de ces plateformes. Tu peux passer à la diapositive suivante. Voilà, donc ici, vous avez un exemple des robots à ISTEM qui cultivent les cellules. Vous voyez sur le côté, dans la petite vidéo, un robot qui remue délicatement la boîte après lui avoir donné du milieu de culture. Et puis, vous voyez un bras robotique au centre avec une de ces fameuses plaques de 384 puits dans lequel vont pouvoir être réparties les cellules et ensuite les molécules pharmacologiques. Diapositive suivante. Et puis ici, ce sont des robots qui vont permettre d'analyser le résultat de ces tests de manière automatisée sur les 384 puits en même temps. Donc vous voyez qu'on a tout fait pour essayer d'accélérer en utilisant des molécules repositionnables, en automatisant. Et puis la dernière chose, ça a été d'essayer d'accélérer en mettant à profit la collaboration entre toutes les compétences au sein du réseau AFM Téléthon, en particulier pour les maladies neuromusculaires les plus rares, donc celles qui touchent quelques dizaines, centaines de patients seulement, parce que ce sont pour ces pathologies que c'est particulièrement intéressant et pertinent d'essayer de trouver des molécules repositionnables. Diapositive suivante. Et donc, l'idée a été de faire un programme de collaboration qui s'appelle le programme MyoPharm, dont j'ai la coordination. C'est pour ça que j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir, et qui consiste tout simplement à reprendre les étapes d'une recherche de molécules pharmacologiques et de les reproduire à l'identique pour plusieurs pathologies neuromusculaires. Donc, c'est des étapes très simples. On prélève un patient, on crée des cellules souches à partir de ces cellules de patient, on différencie ces cellules dans le tissu d'intérêt, on regarde quel peut être le défaut de ces cellules qui correspond à la maladie, et sur la base de ce critère, on va tester des dizaines, voire des milliers de molécules repositionnables. Diapositive suivante. Voilà. Donc, juste pour vous dire que, comme je vous le disais, l'idée, c'était aussi de favoriser les collaborations. Et donc, la plateforme automatisée du laboratoire ISTEM et toutes les compétences des scientifiques et des ingénieurs d'ISTEM est mise à disposition des autres laboratoires avec qui l'AFM Téléthon a des partenariats qui sont soutenus par l'AFM Téléthon. Vous voyez qu'il y en a à Paris, à Versailles, à Créteil, à Strasbourg, à Lyon et en région Rhône-Alpes. C'est tout un réseau qui est soutenu par l'AFM Téléthon, et à Marseille. Et dans chacun de ces laboratoires, on a des scientifiques experts de maladies neuromusculaires qui vont collaborer avec ISTEM sur une pathologie bien précise et reproduire le schéma que je vous ai présenté pour essayer d'identifier des molécules pharmacologiques. Diapositive suivante. Et donc ici, vous avez simplement la liste des équipes qui aujourd'hui collaborent avec ISTEM dans le cadre de ce programme MyoPharm. Donc vous voyez qu'on retrouve des gens aussi bien de Créteil, de Marseille que de Lyon ou Paris, et surtout des pathologies neuromusculaires très diverses pour lesquelles, malgré leur diversité, on va être capable d'appliquer un schéma de recherche identique et d'utiliser des outils identiques. Diapositive suivante. Et c'est là que je vais m'arrêter. Ma présentation avait juste pour but de vous introduire ces notions de molécules repositionnables, de cellules souches sur lesquelles on va pouvoir venir faire un criblage. Et l'idée véritablement que l'AFM Téléthon a pour but d'accélérer la découverte des médicaments en utilisant tous les outils et toutes les innovations possibles et imaginables, en repositionnant des molécules, en essayant de standardiser et d'automatiser les méthodes de culture et de criblage, évidemment en favorisant les collaborations et le partage de connaissances, mais même lorsqu'on met toute l'intelligence humaine
à travailler ensemble, eh ben, on peut avoir besoin d'aller chercher encore d'autres innovations et de compléter cette intelligence humaine par l'intelligence artificielle. C'est donc là que se termine mon introduction et que je laisse Xavier vous présenter l'utilisation de l'intelligence artificielle dans cette stratégie. Merci Alexandre et bonjour tout le monde. Donc vous aurez compris que Alexandre est l'intelligence humaine et que nous sommes l'intelligence artificielle. Donc en fait, l'objectif de la présentation est effectivement de vous montrer comment avec le criblage pharmacologique, avec les cellules souches, on a déjà réussi à franchir une étape dans le développement du médicament, en particulier dans le repositionnement des médicaments qui existent déjà. Mais également de vous montrer comment les progrès et la technologie avançant, nous avons surfé sur la vague de l'intelligence artificielle qui est en plein essor pour augmenter nos capacités d'études, augmenter nos capacités de repositionnement. Et je vais essayer de vous présenter dans cette présentation comment nous utilisons l'intelligence artificielle pour faire ces développements et pour accélérer encore un peu plus le développement de médicaments. Alors, je commence par une diapo pour vous expliquer qu'avant de travailler sur l'intelligence artificielle, pour moi, l'intelligence artificielle, c'était le méchant de Terminator et la matrice qui nous faisait vivre comme des piles électriques dans un monde imaginaire. Dans les films de science-fiction, on se sert beaucoup de l'intelligence artificielle parce que c'est une crainte et il faut évidemment contrôler ce qu'on va en faire parce que l'intelligence artificielle est passée à un niveau où maintenant les programmes peuvent créer des programmes et donc il faut évidemment contrôler tout ça, mais on n'en est absolument pas encore à ce niveau-là et je vais vous montrer qu'on est beaucoup plus terre à terre dans l'utilisation de l'IA pour le développement du médicament. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'IA, aujourd'hui, occupe une place très importante dans l'esprit des gens, mais également dans la vie quotidienne, puisque l'IA fait déjà partie de notre quotidien. C'est des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous guident dans nos voitures, qui font marcher nos téléphones, qui font que les publicités que vous observez sur les réseaux sociaux sont parfaitement adaptées à votre mode de vie ou que la circulation est régulée, que les usines sont organisées pour augmenter leur rentabilité. L'intelligence artificielle fait déjà partie de notre quotidien à des niveaux qu'on ne maîtrise pas forcément nous à notre niveau de citoyen, mais qui font déjà partie intégrante de la plupart des aspects de notre vie. Alors, je commence par deux diapos de définition parce que il est important de rappeler ce qu'est l'intelligence artificielle. Et en réalité, l'intelligence artificielle, ce n'est que un ensemble de techniques qui miment l'intelligence humaine en traitant de l'information via l'utilisation d'algorithmes. Donc, on va programmer des algorithmes qui vont, au fur et à mesure, appliquer des règles et des consignes qui vont utiliser des données qui lui seront mises à disposition pour faire des prédictions ou pour faire des calculs que l'on juge intelligents puisque mimés sur le raisonnement humain. En réalité, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, telle que nous, on la voit en plein essor, en pleine expansion et qui occupe une part importante de notre vie, c'est une partie de l'intelligence artificielle. En fait, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs domaines dans l'intelligence artificielle dont on ne va absolument pas faire les contours dans le détail dans cette présentation. Mais l'intelligence artificielle basée sur l'utilisation d'algorithmes, va en gros appliquer ce qu'on connaît très bien. Quand on applique une règle de cuisine, on va partir d'ingrédients, on va appliquer une méthode et on va obtenir un résultat, un gâteau, une salade, peu importe. Et en réalité, c'est exactement comme ça qu'on va programmer les algorithmes. On va leur demander de partir de données et à partir de ces données, d'appliquer toute une série de règles de raisonnement, de programmes qui vont aboutir au résultat qui est évidemment beaucoup plus rapide que ce que pourrait produire un être humain, qui est beaucoup plus reproductible. C'est exactement la même chose que pour les mathématiques. On va appliquer une formule mathématique et on obtiendra toujours le même résultat. Cette forme d'IA, elle est utilisée à peu près partout, mais celle dont on parle beaucoup, c'est l'apprentissage machine. L'apprentissage machine ou machine learning, c'est
un autre aspect de l'intelligence artificielle qui va permettre aux algorithmes d'apprendre à partir de données qui lui permettront d'améliorer sa capacité à pouvoir en tirer de l'information, à pouvoir faire des prédictions. Et au fur et à mesure qu'on va lui présenter des données, il va être de mieux en mieux capable de faire ses prédictions. C'est notamment important, par exemple, pour prédire ou définir parmi des milliers d'images ce qui serait l'image d'un chat ou l'image d'un chien. C'est très difficile de programmer un ordinateur pour lui dire reconnais-moi dans ces images, parmi des milliers d'images, quelles sont les images d'un chat. Il faut déterminer tous les paramètres de la vie d'un chat, tous les paramètres qui caractérisent un chat. Et c'est évidemment compliqué et très difficile d'être extrêmement exhaustif. Et puis de toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre par l'expérience humaine et qui vont aboutir à un savoir qui vient de l'expérience elle-même. C'est comme, et c'est exactement l'image de du vélo. Lorsqu'on apprend, je peux vous expliquer comment faire du vélo. À un moment donné, il va falloir que vous fassiez du vélo pour apprendre de cette expérience. Et en fait, les algorithmes d'intelligence artificielle basés sur l'utilisation du machine learning, donc de l'apprentissage machine, vont être exactement basés sur cette forme d'apprentissage. On va lui donner toute une série d'informations et l'algorithme va être capable d'en prédire une utilisation de plus en plus précise au fur et à mesure de son apprentissage. Alors, évidemment, le plus important dans cette histoire, c'est les données de départ qu'on va donner à cet algorithme et sur lesquelles il va se baser pour faire ses prédictions. Et vous allez voir que c'est très important dans le développement de médicaments et c'est encore plus important lorsqu'on cherche à faire du repositionnement de médicaments. Il faut que les données soient les plus précises possibles, soient les mieux documentées possibles. Et ça, c'est tout un travail qui est nécessaire. Et en réalité, on se rend compte que c'est déjà un travail que l'être humain a déjà réalisé, puisqu'il y a parmi les millions et millions de data qui existent dans la connaissance humaine, on se rend compte que 30% déjà d'entre elles ont été collectées dans le domaine de la santé, ce qui explique notamment pourquoi l'IA et le machine learning sont extrêmement utiles dans le développement du médicament, parce qu'on a la ressource en termes de données qui permettent de faire ces prédictions. L'IA est également en expansion en ce moment et il est important de le souligner parce que les progrès informatiques et les progrès dans les technologies et dans le stockage des données a également permis d'aboutir à un niveau où, par exemple, pour le diagnostic médical, on arrive maintenant à faire des prédictions sur le développement de tumeurs qui sont supérieures à celles d'un être humain. Et ça, je vais essayer de vous expliquer comment on peut utiliser ces données obtenues par ces prédictions obtenues par intelligence artificielle dans le développement du médicament. Mais également, ce qui a été un boom, un déclencheur dans l'utilisation de l'IA dans la santé, c'est ce qui s'est passé avec le Covid-19. Donc, pendant l'épidémie, on s'est rendu compte que énormément d'algorithmes avaient déjà été mis en place pour faciliter la recherche sur la recherche de traitements, la recherche de vaccins, la gestion de l'épidémie, la gestion du transport, du déplacement des personnes et du transport de matériel. Et en réalité, on s'est rendu compte que l'intelligence artificielle avait grandement facilité et grandement accéléré la sortie de crise. Et ça, notamment par l'utilisation des algorithmes de Google, de Amazon ou de IBM qui ont permis d'améliorer, d'augmenter la prédiction, notamment de la structure du virus, la structure de son ARN, la structure des protéines qui ont permis de développer les vaccins. En réalité, on s'est rendu compte que ces algorithmes d'intelligence artificielle pouvaient être utiles pour bien plus de choses que ce qu'on imaginait avant, et la Covid-19 a été un exemple très concret. Alors aujourd'hui, en médecine, on se rend compte qu'on est en train de développer une forme de médecine dont on pense qu'elle va de plus en plus s'associer à l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle pour augmenter nos capacités de traitement ou d'identification de traitement. On l'utilise déjà pour prédire le développement des symptômes. Les données qu'on va collecter chez des patients doivent être traitées, et à partir du moment où on est capable de les traiter d'une certaine façon et d'en sortir le maximum d'informations, on doit pouvoir être à même de dire comment va se développer une maladie, à quelle vitesse, et donc d'anticiper les traitements et donc d'anticiper la prise en charge.
Mais ce que donc ça amène aujourd'hui à une médecine qu'on appelle la médecine 4P, hein, qui est basée sur le fait qu'elle est personnalisée de plus en plus, qu'elle est prédictive. Donc, on va essayer de gérer les données obtenues au cours de la vie des patients pour pouvoir prévenir, donc préventive, de façon préventive, le développement de la pathologie, et participative, puisque à la fois les patients et les médecins sont impliqués dans la collection des datas qui vont permettre de faire ces prédictions. Mais c'est l'enjeu de cette présentation, c'est de vous expliquer comment dans nos laboratoires, on va utiliser ces formes d'IA et d'intelligence artificielle, de machine learning pour faire du développement de médicaments. Et en réalité, le mot-clé dont Alexandre vous a parlé depuis le début, c'est l'accélération. L'objectif, c'est d'accélérer le développement du médicament qui est très long, il y a en moyenne une dizaine d'années, qui va coûter des milliards de dollars. Et en réalité, avec un taux d'échec assez important, puisqu'on estime que moins de 10% des candidats médicaments qui vont rentrer en développement clinique vont à la fin pouvoir être mis à disposition des patients, ce qui fait une perte financière considérable pour les industriels du médicament, mais également qui rend compliqué le développement de médicaments pour des associations comme l'AFM Téléthon, qui n'a pas les moyens de dépenser 2,2 milliards de dollars par traitement. Donc il faut accélérer. Alors, on a utilisé et on continue d'utiliser les cellules souches induites à la pluripotence pour accélérer en combinaison avec le criblage pharmacologique cette recherche de médicaments. Mais très récemment, et avec l'accélération des algorithmes, le développement des algorithmes d'IA qui permettent d'améliorer le développement de médicaments et d'accélérer ce développement de médicaments, on s'est dit qu'il fallait utiliser ces technologies, et je vais essayer de vous expliquer déjà le point de départ de ces recherches, et ensuite de la direction dans laquelle on veut aller. Le point de départ, il est en réalité assez récent, hein. Il est en 2021, lorsque le premier médicament entièrement conçu par intelligence artificielle a été utilisé en essai clinique. Là, on s'est rendu compte que le travail de cette biotech américaine qui est présentée ici avait permis d'accélérer, d'amener une molécule en essai clinique en quelques mois, quelques années, 4 fois plus rapidement que le processus standard. Et en réalité, ça n'est qu'un des aspects de l'utilisation de l'IA. Il a permis dans ce cas-là d'accélérer le développement d'une nouvelle molécule par des expériences de type clé-serrure dont je vais vous parler juste après, mais ces algorithmes sont également utilisables pour faire de la prédiction de médicaments repositionnables, et c'est ce qu'on essaye de faire dans notre laboratoire. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que en réalité, ce n'était qu'une première étape, puisque après ce médicament en 2021 qui a été entièrement conçu par intelligence artificielle, on s'est rendu compte que énormément d'industriels de l'industrie du médicament se penchaient sur la question. Et c'est en réalité, alors j'avais une diapo que j'ai finalement enlevée, peut-être qu'on en discutera à la fin, sur le nombre de deals qui avaient eu lieu, qui étaient en ce moment en train d'être réalisés, ou qui avaient été réalisés dans les années précédentes entre des sociétés pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologie. C'est considérable, et on estime qu'aujourd'hui, il y a environ 150 médicaments identifiés par intelligence artificielle qui sont en développement préclinique et une quinzaine en essai clinique. Donc, on est en train de vivre une phase exponentielle dans le développement de ces médicaments par l'utilisation de l'IA. Et donc, l'objectif de ma présentation, ça va être de vous expliquer concrètement comment on fait, comment ces algorithmes peuvent être utilisés au mieux, de la façon la plus intelligente possible. Et là, on parle d'intelligence humaine, hein, pour utiliser ces algorithmes, pour essayer de comprendre les maladies génétiques et de trouver des traitements. Alors nous, au laboratoire ISEM, on utilise cette intelligence artificielle et ces algorithmes d'intelligence artificielle pour faire plusieurs choses. La première, c'est de comprendre les maladies, comment à partir des données existantes et à partir de données que nous sommes capables de générer au laboratoire, nous allons pouvoir en sortir le maximum d'informations pour pouvoir identifier ensuite des médicaments qui vont permettre de corriger ces informations ou ces anomalies qu'on va observer dans les cellules de malades. Donc ça, c'est une première chose. On va essayer de trouver des médicaments de différentes façons, et ça, je vais essayer de vous expliquer comment nous le réalisons concrètement au laboratoire en collaboration avec une société de biotechnologie dont je vais vous parler des travaux de recherche. Et nous pouvons également utiliser ces données pour développer des essais cliniques innovants, et ça, c'est quelque chose également sur lequel je vais dire deux mots. Donc, la première chose, c'est que lorsqu'on regarde
la quantité de données astronomiques que l'homme a collectées jusque-là et la quantité de données en réalité que dans nos laboratoires on est capable de générer, on se rend compte qu'on ne peut, on ne peut en identifier que une infime partie. On se rend compte qu'on ne peut étudier sur les bases de données collectées comme PubMed, qui est une base de données de référence bibliographique que tous les scientifiques utilisent. On est limité aux mots-clés que nous imaginons. Et en réalité, on se rend compte qu'on perd 99,99% de l'information puisque nous n'avons pas accès à l'information que notre cerveau n'a pas été capable d'intégrer. Et cette information, elle est également cachée à l'intérieur de données, par exemple, de séquençage qu'on va générer lorsqu'on va analyser des millions ou des milliers de gènes et des millions de transcrits à l'intérieur de nos cellules pour essayer de voir en comparant des profils d'expression de cellules malades et de cellules saines, on ne va s'intéresser qu'à une infime partie de cette information. Et donc, l'objectif des algorithmes qu'on va développer va être de mettre en relation ces données que nous avons été capables de collecter, y compris des données de criblage pharmacologique dont Alexandre a discuté, a parlé tout à l'heure, avec l'ensemble de l'entièreté de la connaissance humaine. Et cette entièreté de la connaissance humaine, on ne peut aller la piocher et on ne peut aller le faire qu'en utilisant ces algorithmes. Et c'est ce que nous avons essayé de faire puisque nous avons déjà réalisé une première étude et nous sommes en train de travailler sur d'autres projets et d'autres études basant ces algorithmes. Alors, la deuxième chose, c'est que la plupart des médicaments dont Alexandre vous a parlé, qui sont des médicaments repositionnables, ont été identifiés sur la base d'un mécanisme. On sait que ça agit sur telle voie de signalisation, on sait qu'ils agissent sur tel facteur, mais en réalité, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on ne sait que ce que on a pu voir, et c'est une infime partie de ce en réalité, il se passe dans la nature. Donc, il faut pouvoir identifier le mécanisme de ce médicament, les mécanismes primaires, secondaires, tertiaires, sur toutes les voies de signalisation sur lesquelles ils agissent. Et il faut pouvoir identifier la bonne cible sur laquelle on va développer ensuite le bon médicament pour traiter la maladie. Et ça, identifier la cible, c'est un élément important de notre recherche d'agents pharmacologiques, puisque si nous piochons la mauvaise cible, le candidat médicament qui va nous coûter ces millions d'euros et qui va nous prendre ces dizaines d'années de recherche, n'aura aucune chance à la fin d'agir. Donc en fait, il faut pouvoir identifier parmi les 25 000 gènes qui existent, ou les 60, ou un peu plus de 60 000 protéines, on pense même qu'il y en aurait peut-être même 100 000, mais parmi les milliers de protéines qui existent, sur laquelle on va essayer de cibler avec nos candidats médicaments. Et ça, encore une fois, on est limité à la connaissance humaine lorsque on va le faire. Généralement, dans mon équipe, jusqu'à présent, on s'intéressait à telle ou telle protéine parce qu'on pensait, au travers de faisceaux d'informations dont on n'avait pas toujours la certitude que cette cible-là avait le maximum de chances d'être utile. Avec les algorithmes d'intelligence artificielle, on dérisque cette situation et on est capable de faire des prédictions de cibles qui sont beaucoup plus précises. Et une fois qu'on a fait ces prédictions de cibles, ce que vous a présenté Alexandre tout à l'heure, c'est que dans l'industrie pharmaceutique, souvent, on va essayer de développer des molécules les plus spécifiques possibles de cette cible pour en bloquer le mode d'action, pour en bloquer l'activité. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec le système clé-serrure. Hein. On va développer une clé la plus spécifique à la serrure pour pouvoir ouvrir le mécanisme. Et ben, en réalité, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années et au fur et à mesure du développement des algorithmes d'intelligence artificielle que l'IA pouvait être bien utile pour à la fois développer les molécules les plus spécifiques de ces cibles, mais également par analogie de structure et en comparant les structures des molécules qu'on va inventer, qu'on va développer avec l'ensemble des interactions entre une protéine et une molécule pharmacologique pour essayer d'en prédire l'efficacité. Donc, c'est des choses qui se font actuellement et dont l'industrie pharmaceutique, sur lequel l'industrie pharmaceutique travaille énormément, puisque c'est le mode d'utilisation de l'IA le plus fréquent hein, au jour d'aujourd'hui. Donc, on va essayer d'utiliser ces algorithmes pour augmenter la puissance de calcul qui vont nous permettre de trouver la molécule la plus spécifique à une protéine donnée, en l'occurrence ici, ce qu'on appelle une cible. Mais on peut également accélérer le développement du médicament en prédisant
sur la base du mécanisme d'action ou sur la base de la cible de ce médicament et au regard des propriétés des autres médicaments qui lui ressemblent, on peut développer une IA, un algorithme qui va prédire les caractéristiques d'absorption, de métabolisation, de distribution ou d'expression d'un médicament. C'est des paramètres qui sont indispensables pour le développement d'un médicament et qui vont aider à la prise de décision pour permettre d'aller le plus loin possible dans les étapes de développement clinique d'un médicament pour ensuite, in fine, pouvoir le mettre à disposition des patients. Et aujourd'hui, ces algorithmes qui permettent de prédire ces caractéristiques à mettre sont très précis, fonctionnent très bien et sont utilisés par des sociétés pharmaceutiques, mais également des boîtes de biotechnologie et sont déjà utilisés pour convaincre les agences réglementaires du médicament pour servir d'alternative à l'expérimentation animale dans le cadre de l'utilisation de ces algorithmes. Alors, ensuite, on peut utiliser ces algorithmes pour améliorer la capacité à démontrer que le médicament qu'on va inventer va être efficace. Je vous explique pourquoi, parce que souvent, lorsqu'on travaille sur des maladies, et en particulier lorsqu'il s'agit de maladies rares, on est obligé d'utiliser des cohortes des patients qui vont avoir en réalité une très grande diversité phénotypique. Donc, ils vont présenter la maladie à différents stades de développement. Ils vont présenter la maladie de différentes formes d'ailleurs. Et les maladies étant tellement rares dans le cadre des maladies génétiques, mais c'est également parfois le cas également dans les maladies fréquentes. Donc, quand on s'attaque à des cohortes, on va essayer de traiter des cohortes de plus grande ampleur. On va se rendre compte que certaines personnes répondent au traitement, d'autres ne répondent pas au traitement. Et souvent, on ne sait pas bien pourquoi. Alors, ça peut être des causes d'origine génétique, des causes d'origine environnementale, d'autres causes, simplement parce que ces patients ne sont pas capables de répondre de la même façon que d'autres patients à un traitement. C'est ce qui est le cas pour à peu près tous les médicaments. Mais l'ensemble des données qui sont collectées dans le cadre de ces essais cliniques, et en réalité, on peut l'anticiper en les collectant, vont permettre de réaliser ce qu'on appelle une stratification de patients, c'est-à-dire qu'on va présenter l'ensemble de ces données cliniques, phénotypiques, moléculaires ou génétiques aux algorithmes d'intelligence artificielle et on va lui demander de démontrer ce qu'il y avait de points communs ou ce qu'il y avait comme différence entre les patients qui ont répondu positivement au traitement par rapport aux patients qui n'ont pas répondu positivement au traitement. Et ça va permettre deux choses. Ça va permettre déjà de sélectionner de définir quels sont les patients qui ont le plus de chances de répondre et ensuite de comprendre le mécanisme d'action du médicament pour ensuite pouvoir améliorer et proposer un traitement aux patients qui n'ont pas été capables de répondre. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on réalise dans notre laboratoire et ce qu'on a déjà démontré comme étant efficace dans l'utilisation de l'IA pour le développement de médicaments, notamment dans cette étude en 2022 qu'on a publiée dans le journal Frontières in Pharmacology, où en collaboration avec une société Quantify de biotechnologie dont je vais vous reparler par la suite, on a été capable d'identifier un traitement, une combinaison de traitements pour le traitement d'une myopathie des ceintures. Et en réalité, on a utilisé des algorithmes d'intelligence artificielle pour deux choses, pour prédire le médicament le plus efficace au travers d'une étude de criblage pharmacologique. Donc, c'est l'IA qui nous a aidé à trouver le médicament le médicament le plus efficace, le plus sûr et sur lequel on pourrait connaître le mécanisme d'action à partir de tous les médicaments que nous avions testés avec l'approche que vous a présentée Alexandre tout à l'heure. Un travail qu'on a réalisé avec le Généton et avec cette société et qui en réalité nous permet de définir parmi tous les médicaments repositionnables dont on vous a parlé, il y en a à peu près 3500, lequel va être le meilleur médicament à repositionner pour le traitement d'une maladie. Et notre objectif, c'est de développer une forme d'IA qui sera capable de faire l'ensemble des prédictions par elle-même pour définir à la fois quel médicament sera le plus efficace, mais également quelle cible il va falloir tester, il va falloir étudier pour tester quel médicament, mais aussi de déterminer son mécanisme d'action et ses caractéristiques ADMET dont je vous ai parlé qui sont nécessaires pour trouver le médicament qui aura le plus de chances d'aboutir à une mise à disposition chez le patient.
Donc dans cette étude, d'ailleurs, on a utilisé l'IA et on a démontré au travers de la compréhension de ce mécanisme d'action, hein, on a découvert que en comparant en comparant les cibles prédictives des médicaments que nous avions testés, que ce médicament-là avait une efficacité particulièrement intéressante parce que pouvait agir sur une cible donnée qui en réalité était encore plus intéressante que les autres parce qu'elle était croisée dans plusieurs maladies. Donc avec ce médicament, nous avions la possibilité de traiter non pas que la myopathie des ceintures de départ, mais nous avions démontré, du fait de cette identification par intelligence artificielle du mécanisme d'action, nous avions été capables également de montrer qu'il pouvait être utilisé pour le traitement d'une autre myopathie des ceintures, mais également d'une autre maladie génétique, en l'occurrence ici la mucoviscidose. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire, comprendre le mécanisme d'action d'un médicament pour ensuite pouvoir prédire sur quelle maladie on va pouvoir l'utiliser. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de développer avec Quantify, qui est une société particulièrement innovante dans le domaine et avec lequel nous développons un partenariat pour inventer ce qu'on appelle une maladie numérique. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler du terme des jumeaux numériques, un terme qu'on utilise pour notamment dans l'aéronautique par exemple, ou dans le développement de moteurs, par exemple. On va essayer de modéliser en 3D et avec un système informatique les composantes, les tenants, les aboutissants, ce qui rentre et ce qui sort d'un système pour essayer d'en prédire les modifications. On va essayer de prédire l'aérodynamique d'un avion de cette façon-là à l'aide de création de jumeaux numériques. Et ben, notre objectif, c'est de créer ce qu'on appelle un modèle numérique d'une maladie génétique basé sur la compréhension de l'ensemble des mécanismes d'une maladie et de développement d'une forme d'intelligence artificielle qui permettra de l'intégrer dans une recherche globale pour en prédire quasiment à la minute, hein, c'est notre objectif à la fin, l'effet d'un médicament pour une cible donnée dans le contexte d'une maladie génétique, et ce qui va permettre d'accélérer grandement le développement de ces médicaments. Donc, notre objectif, c'est de développer ce partenariat, et le point de départ de ce partenariat, c'est le consortium DREAMS que nous avons créé avec un certain nombre de partenaires nationaux et européens, avec des spécialistes du domaine de l'intelligence artificielle, des myopathies, des experts de l'Institut de myologie, des experts d'instituts de recherche en biologie moléculaire ou spécialisés dans le domaine du développement pharmaceutique. Et on a monté ce consortium pour développer cet algorithme, pour développer cette forme d'intelligence artificielle qui est totalement innovante, puisque nous allons essayer de trouver les médicaments les plus efficaces et de générer l'ensemble des données qui vont permettre d'entraîner un algorithme à faire de lui-même les prédictions à la fois de mécanismes d'action de médicaments, mais également les prédictions dans le repositionnement de ces drogues et dans la définition du médicament qui sera le plus adapté pour une maladie ou une autre, en l'occurrence. Et ça, on va le réaliser de cette façon-là. Donc, il faut imaginer ce schéma. C'est évidemment qu'une partie de l'information qui existe, hein, mais il faut bien commencer par un point de départ, et on va considérer qu'une maladie génétique est le fruit d'une mutation génétique qui va induire dans un gène, qui va induire des modifications dans différents mécanismes, dans différentes voies de signalisation, et qui va à la fin moduler certaines protéines qu'on va appeler des cibles, qui pourraient être modulées par des médicaments. C'est un schéma assez d'ailleurs grossier, mais qui est quand même le plus précis possible, et qui recouvre en réalité l'ensemble des questions auxquelles on va chercher à répondre. Quel est le médicament, quelle est la cible, quel est le gène, en général on le connaît, et pour agir sur quel mécanisme, pour traiter quelle maladie. Et on va collecter l'ensemble des données, on a déjà d'ailleurs collecté l'ensemble des données qui existent dans les bases de données, dans les références bibliographiques, dans les voies de signalisation déjà connues, dans les profils d'expression génique des maladies qui ont été décrits, dans les simulations 3D qui ont été générées au travers des années des différentes protéines, de toutes les protéines qui existent, de tous les ARN qui existent, et on va essayer de développer une forme d'algorithme qui va collecter ces informations et qui va boucher les trous.
Parce qu'en réalité, l'ensemble de ces informations l'ensemble des informations collectées par l'être humain à ce jour ne recouvre à peine 0,1% de l'information qu'on imagine existante lorsqu'on s'intéresse à toutes ces questions. Donc il faut prédire 99,9% de l'information. Et pour ça, on va utiliser des algorithmes, on va utiliser du machine learning qui va partir des informations qu'on lui a présentées et va faire des prédictions pour boucher les trous et pour essayer de prédire l'ensemble de l'information manquante. Et une fois qu'on aura mappé l'ensemble de cette information, on va pouvoir faire deux choses. La première, c'est qu'on va pouvoir prédire pour différentes maladies génétiques quel va être le bon mécanisme à cibler, quel va être le médicament qu'on va pouvoir repositionner. Et ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de réaliser sur un groupe de maladies neuromusculaires dans un premier temps qu'on a sélectionné, mais qu'on va très rapidement, ou en tout cas le plus rapidement possible, ouvrir à d'autres pathologies. Et ensuite, de faire le chemin inverse, de partir de médicaments que l'on aura démontré comme étant le plus efficace pour utiliser un algorithme d'intelligence artificielle qui, une fois qu'il aura reconstitué l'ensemble de cette information, pourra définir sur quelle autre maladie nous pourrons étudier l'efficacité de ces médicaments. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille, sur lequel on peut revenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra en discuter. Et je terminerai en vous envoyant, en vous donnant ces trois références bibliographiques qui m'ont été utiles pour comprendre et pour vous proposer ces différentes diapos. Donc, une étude qui a été réalisée par le cabinet Deloitte, une autre qui a été réalisée par le syndicat national de l'industrie du médicament, et enfin un article scientifique extrêmement bien fait et très clair en français, donc je vous invite à le lire, par le professeur Moijon, qui vous permettra d'en apprendre plus si vous souhaitez en apprendre plus sur les applications et l'intelligence artificielle pour le développement de nouveaux médicaments. Je vous remercie et si vous avez des questions, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Alexandre, Xavier, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je crois que quelqu'un est en train d'écrire, mais ça doit être pour dire au revoir. Ah, merci, c'était top. Bonne soirée. Eh ben, bonne soirée à vous aussi. Conforter quand même sur la petite remarque de Xavier de transition. On ne peut faire de bonne intelligence artificielle qu'avec de la véritable intelligence humaine. Et on a la chance d'avoir des scientifiques qui ont une véritable intelligence humaine pour tirer le meilleur profit de cette intelligence artificielle. Voilà. Ok, bah, ce sera le mot de la fin alors, enfin, la phrase de conclusion. Bah, c'est parfait comme conclusion. Bonne C'est soirée à parfait. tous, merci d'être venus Bonne soirée, et puis merci au plaisir. à vous. Et puis pour les participants, n'oubliez pas que demain ça continue, qu'il y a d'autres, évidemment, qu'il y a d'autres ateliers, enfin apéro au labo qui sont prévus demain à la même heure, 18h30. Donc vous pouvez tout à fait vous inscrire. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.